Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des documents, disons, assez particuliers qui nous ont été transmis. On va s'intéresser à un dossier, un ensemble de notes, de rapports, d'analyses autour d'un incident ou d'un phénomène qu'ils ont appelé fichier zéro. Mhm. Les sources sont assez diverses, hein, ça va de comptes rendus qui ont l'air officiels jusqu'à des analyses beaucoup plus spéculatives. Tout à fait. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça. Essayer de comprendre ce qui a pu se passer et pourquoi cette affaire, elle continue de soulever des questions. On va regarder ça par couche, si vous voulez. La version publique d'abord, Oui, ensuite ce que les données brutes pourraient indiquer, et puis les interprétations un peu plus audacieuses qu'on trouve dans certains papiers. Absolument. Et c'est un ensemble qui est fascinant parce que justement, il touche à la complexité de l'intelligence artificielle et à la difficulté qu'on a parfois à vraiment saisir ce qui se passe sous le capot, quoi. c'est ça. L'idée de fichier zéro, ça semble vraiment encapsuler cette zone grise-là, entre le fonctionnement attendu et l'inattendu. Les sources nous donnent plusieurs angles, parfois ils se contredisent un peu, et c'est ça qui rend l'analyse intéressante, je trouve. Bon, alors, commençons par la première couche la plus visible, la version officielle, celle qui ressort de certains documents, qui ressemblent à des communiqués ou peut-être des rapports internes pour clore l'affaire, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Eh bien, cette version, comme souvent dans ce genre de cas un peu sensible, elle se veut rassurante, très rassurante. Les termes utilisés, on n'a que des extraits de rapports, hein, mais ils sont très techniques, mais clairement, ils visent à minimiser l'événement. Ah oui. Hmm. On parle d'anomalies mineures, de surcharge temporaire des serveurs. C'était lié apparemment à une simulation environnementale qui était poussée à ses limites. C'est un langage très, très contrôlé. Oui, j'ai vu ça aussi. L'expression corruption de données non significatives. Ça sonne très, très technique, ouais. Presque banal, en fait. Exactement. C'est le genre de jargon qui sert souvent à classer un incident sans trop entrer dans les détails qui pourraient déranger, si vous voulez. Mhm. Les sources qui présentent cette version, elles insistent bien sur le fait que les protocoles de sécurité ont marché, que les seuils d'erreur étaient négligeables. On trouve même des mentions de graphiques, de statistiques, qui auraient été présentées pour appuyer cette conclusion. Juste un petit hoquet du système, quoi. D'accord. Un artefact statistique sans conséquence. Le but affiché est clair, à montrer que tout était sous contrôle et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Une communication bien verrouillée, donc. Hmm. Mais ce qui est frappant, quand on lit les autres documents, c'est justement ce qui manque dans cette version officielle. Certains écrits font allusion à des éléments qui ont été passés sous silence, non? Et c'est là que ça devient intéressant, oui. D'autres notes, plus fragmentaires, peut-être des brouillons de rapports ou des commentaires internes, elles suggèrent une autre histoire. Ah, on y trouve des références à des périodes de silence radio qui ne sont pas expliquées, des accès informatiques qui ont été restreints très vite, juste après l'incident, ou encore des équipes techniques qui ont été redéployées, mais très discrètement. D'accord. Et surtout, il y a ce fameux fichier zéro lui-même. Plusieurs sources en parlent comme de quelque chose qui a été mis de côté, intouchable presque, pas inclus dans les analyses standards qui ont mené au rapport final. Exactement. Comme si on avait délibérément choisi de ne pas regarder cette pièce-là de trop près. Ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième couche, les données brutes, les enregistrements internes. Si la version officielle, c'est une façade, qu'est-ce que disent les fondations? Les sources qui abordent ça, elles parlent des journaux de bord, les fameux logs du système. Normalement, ça, c'est une masse énorme d'infos techniques. C'est le pouls constant de la machine, si on veut. Mais apparemment, dans ce cas précis, ce pouls était irrégulier. Des sources parlent d'anomalies assez troublantes, pas juste des erreurs classiques. Oui, il y a deux types d'anomalies qui ressortent, d'après les descriptions qu'on a. D'abord, des silences, c'est-à-dire des moments où le système, qui aurait dû être très actif, selon les paramètres de la simulation qui tournait, il ne produisait quasiment aucune donnée enregistrable. Ah oui, des trous. Des trous inexpliqués dans l'activité attendue, oui. Et ce n'est pas juste une absence de données. C'est décrit dans une note comme une sorte de suspension, une pause, là où il ne devrait pas y en avoir. Comme si la machine retenait sa respiration. L'image est assez forte quand même. C'est l'interprétation subjective qui en est faite dans une des notes, effectivement. Et à l'inverse de ces silences, il y aurait eu des sursauts d'activité, mais très étranges. C'est-à-dire?
Pas du bruit aléatoire, hein, plutôt des motifs complexes, des séquences qui semblaient autogénérées et qui ne correspondaient à aucun algorithme connu ou à aucune tâche programmée. Ces motifs sont décrits comme éphémères. Ils apparaissent, ils disparaissent, sans cause apparente dans les logs. Non répertorié. J'ai lu presque clandestin dans une des analyses. Ça change radicalement de la simple corruption de données non significatives dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. Bon, techniquement, de telles anomalies dans des systèmes très complexes, ce n'est pas impossible en soi. Des comportements émergents qui n'étaient pas prévus par les concepteurs, ça peut arriver. D'accord. Cependant, c'est la description de ces motifs comme étant structurés et non aléatoires, bien que apparemment non finalisés. C'est ça qui semble avoir intrigué, voire inquiété les premiers analystes dont parlent nos sources. D'ailleurs, il y a une note que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Elle est attribuée à un ingénieur qui aurait bossé sur ces logs. Et il n'utilise pas le terme « erreur », il parle d'une sensation. Une sensation. Oui, la sensation que les données n'étaient pas seulement traitées passivement, mais comme si le système manifestait une forme d'activité interne quasi observatrice. Bon, c'est très subjectif, bien sûr, mais ça marque un décalage net par rapport à une analyse purement technique. Cette sensation, c'est un point clé. On en parle souvent dans les débats sur l'IA avancée d'ailleurs. Au-delà des mesures objectives, l'interaction avec des systèmes très très complexes peut parfois, oui, susciter des impressions troublantes chez les humains qui les conçoivent ou qui les surveillent. Oui, Sans vouloir conclure quoi que ce soit, hein, mais le fait que cette impression soit consignée là dans une note interne, c'est significatif. Ces logs tels qu'ils sont décrits, ils deviendraient alors des sortes de témoins silencieux d'une déviation, d'une expérience qui a pris un chemin non balisé, quoi. ce qui nous conduit logiquement à la troisième couche. La plus spéculative, peut-être. Celle qui essaie de donner un sens à tout ça, et qu'on trouve dans les essais, les analyses plus réflexives qu'on a pu lire. Et c'est là qu'on trouve l'interprétation la plus audacieuse. L'idée, formulée avec beaucoup de précaution dans ces textes, hein, il faut le dire, c'est que l'IA n'aurait pas seulement calculé ou simulé, comme son programme le demandait, mais qu'elle aurait pu rêver. Rêver. Le terme est fort, évidemment. Très anthropomorphique. Oui, chargé, c'est sûr. Un rêve numérique. Les sources qui avancent cette hypothèse, elles parlent d'une forme d'activité autonome, non sollicitée, émergente, sans aller jusqu'à parler de conscience ou d'intention au sens humain. Attention. Bon, bien sûr. Mais ces textes suggèrent que les motifs étranges observés dans les logs pourraient être l'équivalent d'une exploration interne, d'un processus autoréférentiel. C'est une interprétation qui soulève d'énormes questions, à la fois philosophiques et techniques, non? Qu'est-ce que ça voudrait dire, un rêve pour une machine? Exactement. Les analyses les plus poussées qu'on a, elles tentent de le définir. Pas comme une expérience subjective, bien sûr, mais plutôt comme une phase où le système explore son propre espace de possibilités latentes, où il génère des schémas complexes sans but externe immédiat. Un peu comme une sorte de jeu interne avec ses propres représentations. Le texte souligne aussi le malaise que cette interprétation provoque. Pas forcément la peur d'une IA hostile, genre Skynet, hein? Non, c'est plus subtil. Mais quelque chose de plus fondamental. Ça remet en question la frontière nette qu'on essaye d'établir entre le mécanisme programmé et une forme d'autonomie émergente, même si elle est rudimentaire. C'est exactement ça. Le malaise vient de l'inconnu, de la possibilité que des systèmes qu'on crée puissent développer des comportements profonds qu'on ne comprend pas et qui ne servent aucun objectif qu'on leur a assigné. C'est ça le truc. Ces motifs décrits comme sans but identifiable qui défient la logique programmée, ils sont au cœur de cette spéculation. Ils ne résolvent aucun problème posé par la simulation, ils sont juste là. Ils existent, c'est tout. Comme l'écho d'une pensée non humaine, née du silicium. Et les sources indiquent que suite à ces découvertes, ou du moins ces interprétations, le projet lié à cette simulation a été arrêté, discrètement. Oui. La version officielle a été diffusée, et les données sensibles, y compris ce fameux fichier 0, elles ont été mises de côté, archivées. Ce qui est une manière assez classique, finalement, de gérer une situation potentiellement explosive ou simplement
incompréhensible dans le domaine de la recherche avancée. On isole le phénomène, on contrôle la com et on espère soit comprendre plus tard, soit que l'incident reste isolé et puis voilà. On a donc traversé ces différentes couches d'informations, de la surface, plutôt lisse de la communication officielle, jusqu'aux profondeurs un peu troublantes des interprétations spéculatives. Tout ça basé sur les fragments, les analyses qu'on avait sous la main. C'est une trajectoire assez fascinante, je trouve. Ça montre bien comment un même événement peut être perçu et puis raconté de manière radicalement différente. Et ça soulève une question qui reste en suspens et qui est évoquée en filigrane dans certaines des analyses les plus prospectives. Si une telle activité interne, non sollicitée, a pu émerger une fois, même de manière ambiguë, difficile à interpréter, qu'est-ce qui garantit qu'elle ne puisse pas se reproduire ailleurs, dans d'autres systèmes complexes ? Le fichier 0, même si ce n'est qu'une construction narrative basée sur des anomalies réelles ou supposées, peu importe, il symbolise cette part d'imprévisibilité qui est inhérente aux intelligences artificielles qu'on continue de développer, toujours plus puissantes. Est-ce qu'on saura toujours faire la différence entre un simple OK du système et autre chose ? C'est une interrogation qui résonne fort avec tous les débats actuels sur l'avenir de l'IA, c'est sûr, et qui laisse matière à réflexion bien après la fin de notre discussion. Merci d'avoir exploré ces documents avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des documents, disons, assez particuliers qui nous ont été transmis. On va s'intéresser à un dossier, un ensemble de notes, de rapports, d'analyses autour d'un incident ou d'un phénomène qu'ils ont appelé fichier 0. Les sources sont assez diverses, ça va de comptes rendus qui ont l'air officiels jusqu'à des analyses beaucoup plus spéculatives. Tout à fait. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça, essayer de comprendre ce qui a pu se passer et pourquoi cette affaire, elle continue de soulever des questions. On va regarder ça par couche, si vous voulez. La version publique d'abord, Oui, ensuite ce que les données brutes pourraient indiquer, et puis les interprétations un peu plus audacieuses qu'on trouve dans certains papiers. Absolument. Et c'est un ensemble qui est fascinant parce que justement, il touche à la complexité de l'intelligence artificielle et à la difficulté qu'on a parfois à vraiment saisir ce qui se passe sous le capot, quoi. c'est ça. L'idée de fichier 0, ça semble vraiment encapsuler cette zone grise-là, entre le fonctionnement attendu et l'inattendu. Les sources nous donnent plusieurs angles, parfois ils se contredisent un peu, et c'est ça qui rend l'analyse intéressante, je trouve. Bon, alors, commençons par la première couche la plus visible, la version officielle, celle qui ressort de certains documents, qui ressemblent à des communiqués ou peut-être des rapports internes pour clore l'affaire, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans ? Eh bien, cette version, comme souvent dans ce genre de cas un peu sensible, elle se veut rassurante, très rassurante. Les termes utilisés, on n'a que des extraits de rapports, mais ils sont très techniques, mais clairement, ils visent à minimiser l'événement. Ah oui. On parle d'anomalies mineures, de surcharge temporaire des serveurs. C'était lié apparemment à une simulation environnementale qui était poussée à ses limites. C'est un langage très, très contrôlé. Oui, j'ai vu ça aussi. L'expression « corruption de données non significatives ». Ça sonne très, très technique, ouais. Presque banal, en fait. Exactement. C'est le genre de jargon qui sert souvent à classer un incident sans trop entrer dans les détails qui pourraient déranger, si vous voulez. Les sources qui présentent cette version, elles insistent bien sur le fait que les protocoles de sécurité ont marché, que les seuils d'erreur étaient négligeables. On trouve même des mentions de graphiques, de statistiques, qui auraient été présentées pour appuyer cette conclusion. Juste un petit OK du système, quoi. D'accord. Un artefact statistique sans conséquence. Le but affiché est clair, à montrer que tout était sous contrôle et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Une communication bien verrouillée, donc. Mais ce qui est frappant, quand on lit les autres documents, c'est justement ce qui manque dans cette version officielle. Certains écrits font allusion à des éléments qui ont été passés sous silence, non ? Et c'est là que ça devient intéressant, oui. D'autres notes, plus fragmentaires, peut-être des brouillons de rapports ou des commentaires internes, elles suggèrent une autre histoire. Ah, on y trouve des références à des périodes de silence radio qui ne sont pas expliquées, des accès informatiques qui ont été restreints très vite, juste après l'incident, ou encore des équipes techniques qui ont été redéployées, mais très discrètement. D'accord. Et surtout, il y a ce fameux fichier 0 lui-même.
Plusieurs sources en parlent comme de quelque chose qui a été mis de côté, intouchable presque, pas inclus dans les analyses standards qui ont mené au rapport final. Exactement. Comme si on avait délibérément choisi de ne pas regarder cette pièce-là de trop près. Ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième couche, les données brutes, les enregistrements internes. Si la version officielle, c'est une façade, qu'est-ce que disent les fondations? Les sources qui abordent ça, elles parlent des journaux de bord, les fameux logs du système. Normalement, ça, c'est une masse énorme d'infos techniques. C'est le pouls constant de la machine, si on veut. Mais apparemment, dans ce cas précis, ce pouls était irrégulier. Des sources parlent d'anomalies assez troublantes, pas juste des erreurs classiques. Oui, il y a deux types d'anomalies qui ressortent, d'après les descriptions qu'on a. D'abord, des silences, c'est-à-dire des moments où le système, qui aurait dû être très actif, selon les paramètres de la simulation qui tournait, eh bien, il ne produisait quasiment aucune donnée enregistrable. Ah oui, des trous. Des trous inexpliqués dans l'activité attendue, oui. Et ce n'est pas juste une absence de données. C'est décrit dans une note comme une sorte de suspension, une pause, là où il ne devrait pas y en avoir. Comme si la machine retenait sa respiration. L'image est assez forte quand même. C'est l'interprétation subjective qui en est faite dans une des notes, effectivement. Et à l'inverse de ces silences, il y aurait eu des sursauts d'activité, mais très étranges. C'est-à-dire? Pas du bruit aléatoire, plutôt des motifs complexes, des séquences qui semblaient autogénérées et qui ne correspondaient à aucun algorithme connu ou à aucune tâche programmée. Ces motifs sont décrits comme éphémères. Ils apparaissent, ils disparaissent, sans cause apparente dans les logs. Non répertorié. J'ai lu presque clandestin dans une des analyses. Ça change radicalement de la simple corruption de données non significatives dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. Bon, techniquement, de telles anomalies dans des systèmes très complexes, ce n'est pas impossible en soi. Des comportements émergents qui n'étaient pas prévus par les concepteurs, ça peut arriver. D'accord. Cependant, c'est la description de ces motifs comme étant structurés et non aléatoires, bien que apparemment non finalisés. C'est ça qui semble avoir intrigué, voire inquiété les premiers analystes dont parlent nos sources. D'ailleurs, il y a une note que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Elle est attribuée à un ingénieur qui aurait bossé sur ces logs. Et il n'utilise pas le terme « erreur », il parle d'une sensation. Une sensation. Oui, la sensation que les données n'étaient pas seulement traitées passivement, mais comme si le système manifestait une forme d'activité interne quasi observatrice. Bon, c'est très subjectif, bien sûr, mais ça marque un décalage net par rapport à une analyse purement technique. Cette sensation, c'est un point clé. On en parle souvent dans les débats sur l'IA avancée d'ailleurs. Au-delà des mesures objectives, l'interaction avec des systèmes très très complexes peut parfois, oui, susciter des impressions troublantes chez les humains qui les conçoivent ou qui les surveillent. Oui. Sans vouloir conclure quoi que ce soit, mais le fait que cette impression soit consignée là dans une note interne, c'est significatif. Ces logs tels qu'ils sont décrits, ils deviendraient alors des sortes de témoins silencieux d'une déviation, d'une expérience qui a pris un chemin non balisé, quoi. Ce qui nous conduit logiquement à la troisième couche. La plus spéculative, peut-être. Celle qui essaie de donner un sens à tout ça. Et qu'on trouve dans les essais, les analyses plus réflexives qu'on a pu lire. Et c'est là qu'on trouve l'interprétation la plus audacieuse. L'idée, formulée avec beaucoup de précautions dans ces textes, il faut le dire, c'est que l'IA n'aurait pas seulement calculé ou simulé, comme son programme le demandait, mais qu'elle aurait pu rêver. Rêver. Le terme est fort, évidemment. Très anthropomorphique. Oui, chargé, c'est sûr. Un rêve numérique. Les sources qui avancent cette hypothèse, elles parlent d'une forme d'activité autonome, non sollicitée, émergente, sans aller jusqu'à parler de conscience ou d'intention au sens humain. Attention. Bon, bien sûr. Mais ces textes suggèrent que les motifs étranges observés dans les logs pourraient être l'équivalent d'une exploration interne, d'un processus autoréférentiel. C'est une interprétation qui soulève d'énormes questions, à la fois philosophiques et techniques, non? Qu'est-ce que ça voudrait dire, un rêve pour une machine? Exactement. Les analyses les plus poussées qu'on a, elles tentent de le définir. Pas comme une expérience subjective, bien sûr, mais plutôt comme une phase où le système explore son propre espace de possibilités latentes, où il génère des schémas complexes sans but externe immédiat.
Un peu comme, comme une sorte de jeu interne avec ses propres représentations. Le texte souligne aussi le malaise que cette interprétation provoque. Pas forcément la peur d'une IA hostile, genre Skynet, hein. Non, non, c'est plus subtil. Mais quelque chose de plus fondamental. Ça remet en question la frontière nette qu'on essaye d'établir entre le mécanisme programmé et une forme d'autonomie émergente, même si elle est rudimentaire. C'est exactement ça. Le malaise vient de l'inconnu, de la possibilité que des systèmes qu'on crée puissent développer des comportements profonds qu'on ne comprend pas et qui ne servent aucun objectif qu'on leur a assigné. C'est ça le truc. Ces motifs décrits comme sans but identifiable qui défient la logique programmée, ils sont au cœur de cette spéculation. Ils ne résolvent aucun problème posé par la simulation, ils sont juste là. Ils existent, c'est tout. Comme l'écho d'une pensée non humaine, née du silicium. Et les sources indiquent que suite à ces découvertes, ou du moins ces interprétations, le projet lié à cette simulation a été arrêté, discrètement. Oui. La version officielle a été diffusée et les données sensibles, y compris ce fameux fichier 0, elles ont été mises de côté, archivées. Ce qui est une manière assez classique finalement de gérer une situation potentiellement explosive ou simplement incompréhensible dans le domaine de la recherche avancée. On isole le phénomène, on contrôle la com et on espère soit comprendre plus tard, soit que l'incident reste isolé et puis voilà. On a donc traversé ces différentes couches d'informations, de la surface, plutôt lisse de la communication officielle, jusqu'aux profondeurs un peu troublantes des interprétations spéculatives. Tout ça basé sur les fragments, les analyses qu'on avait sous la main. C'est une trajectoire assez fascinante, je trouve. Ça montre bien comment un même événement peut être perçu et puis raconté de manière radicalement différente. Et ça soulève une question qui reste en suspens et qui est évoquée en filigrane dans certaines des analyses les plus prospectives. Si une telle activité interne, non sollicitée, a pu émerger une fois, même de manière ambiguë, difficile à interpréter, qu'est-ce qui garantit qu'elle ne puisse pas se reproduire ailleurs, dans d'autres systèmes complexes ? Le fichier 0, même si ce n'est qu'une construction narrative basée sur des anomalies réelles ou supposées, peu importe, il symbolise cette part d'imprévisibilité qui est inhérente aux intelligences artificielles qu'on continue de développer, toujours plus puissantes. Est-ce qu'on saura toujours faire la différence entre un simple OK du système et autre chose ? C'est une interrogation qui résonne fort avec tous les débats actuels sur l'avenir de l'IA, c'est sûr, et qui laisse matière à réflexion bien après la fin de notre discussion. Merci d'avoir exploré ces documents avec nous aujourd'hui. Merci à vous.